quelqu'un a-t-il soit des questions, soit une réflexion, hein, c'est pas forcément une question. C'est toujours le premier plus difficile. Monsieur Arthur sur TF1 a critiqué, c'était vendredi soir, il était 23h entre 23h et 24h, il était fin minuit on va dire, il a critiqué l'élection du Front National sur Brignoles en secouant un drapeau français. Brignoles, ce n'est qu'un au revoir. Voilà. Alors d'abord, il fallait que Marion soit au courant de l'événement, ce qu'elle n'a pas forcément été. Mais aujourd'hui, comment réagirais-tu si quelqu'un te disait le drapeau français, c'est un au revoir? Autrement dit, en quelque sorte, Brignoles a quitté la France. Comment tu réagis à ça? Oui, bah c'est un petit peu du même ordre d'ailleurs de ce que disait M. Bouty, puisqu'il disait oui, finalement, si les gens ont envie de voter Front National, ils n'ont qu'à se tirer une balle dans la tête. C'est leur problème. Oui, bah c'est la même stratégie de l'émotion qui prépondère systématiquement. C'est-à-dire qu'on se refuse à aller sur le débat des idées, on se refuse à argumenter sur les idées, on se contente simplement voilà, d'utiliser l'argument du fascisme systématiquement, et ça évite, si vous voulez, de se retrouver face à leur bilan, parce que leur vérité c'est que leur bilan il est catastrophique, voilà. Et que sur l'essentiel de nos thématiques, les Français sont en accord avec nous. Donc la seule digue qu'il leur reste, c'est la digue de la stratégie de l'émotion. Voilà. Le problème c'est qu'aujourd'hui elle cède, parce que petit à petit les Français voient bien la manœuvre, hein, ils sont quand même pas complètement idiots, ils voient bien qu'on ne fait pas des ateliers croix gammée le samedi après-midi, hein, on a autre chose à faire. Oui, non mais pour vous dire, voilà, nous on se défend comme on peut. C'est d'ailleurs l'objectif de Marine Le Pen lorsqu'elle dit j'attaquerai en justice maintenant, enfin pas systématiquement, mais les grands médias qui se permettent d'utiliser systématiquement l'appellation extrême droite pour le Front National, parce que si vous voulez, ça relève de la diffamation, ça ne relève pas de l'analyse politique, parce que l'extrême droite, on ne peut pas mettre n'importe quoi dedans, parce que selon leurs critères à eux, à savoir réguler l'immigration et tout, les démocrates américains sont d'extrême droite, je veux dire, si on va là. La vérité, c'est que même la priorité nationale, il nous parle de la priorité nationale. La priorité nationale, sachez que c'est quelque chose qui est défendu dans de nombreux pays du monde, et c'est également quelque chose qui a été défendu dans les années 30 par les socialistes. Donc c'est un argument qui ne fonctionne pas. L'extrême droite, ça répond à une définition précise. Parmi elles, il y a celle de l'antiparlementarisme. Je ne crois pas que nous répondions à cette définition, puisque nous, au contraire, nous sommes pour plus de légitimité et plus de pouvoir au Parlement, puisque nous considérons que la souveraineté doit appartenir au peuple, et donc à travers ses représentants. Nous considérons que pour donner cette légitimité, il faut de la proportionnelle au sein de ces élections. Nous ne sommes pas antidémocratiques, puisque nous sommes au contraire pour remettre le peuple au cœur de la décision à travers un emploi beaucoup plus régulier du référendum, et notamment par la mise en place d'un véritable référendum d'initiative populaire, et pas celui mis en place par Sarkozy qui est totalement inapplicable. Nous ne sommes pas non plus un parti totalitaire, pour les raisons que je viens de vous évoquer, ça se fait partie des définitions de l'extrême droite, et nous ne sommes pas non plus... alors nous avons un leader charismatique, mais nous n'avons pas un leader charismatique incontesté, en ce sens que notre mouvement a un fonctionnement totalement démocratique. Marine Le Pen a été élue démocratiquement par nos adhérents, et nous avons au sein même de notre parti un certain nombre d'instances comme le bureau politique, les commissions d'investiture, le bureau exécutif qui fonctionne par décision à la majorité absolue des votes. C'est donc vous dire que selon ces critères précis de l'extrême droite, nous n'y répondons pas, et c'est pourquoi maintenant nous attaquerons systématiquement ce genre de comportement et ce genre de diffamation. Moi je suis adhérent depuis très peu de temps, et donc je donne un tout petit coup de main aux affiches voilà, à Boulogne. Donc moi j'ai participé au manif de la Manif pour tous, et on sait qu'aujourd'hui, donc ma question je vais la poser tout de suite, sinon on va pas... qu'est-ce qu'aujourd'hui le Front National fait pour toutes les lois qui sont en train d'être passées concernant l'embryon? Parce qu'en fait, normalement il paraît que les technocrates de Bruxelles ne sont pas censés se passer des lois sur tout ce qui touche à, on va dire, la vie sociale, etc. Ça ne les concerne pas, mais ils le font quand même en ce moment. Et il y a une pétition qui tourne en ce moment sur l'embryon et sur le fait que il y a des gens à Bruxelles qui sont en train de voter des lois pour pouvoir permettre des recherches, etc. Voilà, donc ma question c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait
pour protéger, on va dire, le cadre familial et le garantir dans les années à venir, garantir un cadre familial qui passe pas, qui tienne pas n'importe quoi. Alors. Alors, vous avez tout à fait raison de soulever ce point-là. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Union européenne est un paradoxe, en ce sens qu'elle est extrêmement laxiste dans un certain nombre de domaines, notamment économiques, où elle ouvre les frontières à tout va sans aucune régulation, et par le même temps, elle va être extrêmement intrusive jusque dans les points les plus précis de la vie quotidienne des citoyens. Je pense notamment à la cigarette électronique, c'était un débat intéressant, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va jusqu'à la courbure des concombres ou la taille des préservatifs standards, sachez-le quand même. Je vous imaginer le débat entre les Italiens, les Français, pour définir la taille standard. Donc vous avez raison de soulever cela, puisque en effet, l'Union européenne a lancé une réflexion sur la légalisation de la gestation pour autrui au sein de l'ensemble des États membres. C'est pour ça, et d'ailleurs, que j'ai beaucoup discuté avec un certain nombre de responsables de cette manif pour tous et de ceux qui ont participé en disant ne vous arrêtez pas entre guillemets au triptyque mariage, avortement, embryon, souciez-vous également du débat de la souveraineté, parce que celui-ci est essentiel, parce que beaucoup des lois qui viendront déstructurer demain la famille et un certain nombre de nos valeurs viendront probablement de l'Union européenne. Concernant la recherche sur l'embryon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois de cela, un projet de loi est passé qui a inversé le phénomène. Nous avions hier une interdiction de principe de la recherche sur l'embryon avec quelques dérogations. Nous sommes passés d'une autorisation de principe avec un certain nombre de conditions limitées. Nous nous sommes levés contre ce projet de loi, nous avons voté contre, et nous avons même déposé des amendements interdisant la recherche totale de l'embryon sans dérogation, parce que nous sommes un mouvement qui considérons, et c'est ce qui fait notre différence probablement avec eux, que la politique, ça n'est pas que le taux de TVA, le chômage, l'économie, même si c'est extrêmement important, mais c'est aussi porter une vision de l'homme. Nous défendons, nous, une vision sacrée de l'homme qui, en l'occurrence, d'ailleurs nous guide dans l'intégralité des débats qui sont les nôtres, parce que même en matière économique, ça a du sens. Parce que si nous nous battons aujourd'hui pour tel modèle économique, un modèle qui est solidaire, qui est social, qui est juste, si nous refusons que les salariés soient utilisés comme arme de l'ultralibéralisme, si nous refusons que même les immigrés soient utilisés en masse pour tirer à la baisse sur les salaires, c'est aussi parce que nous avons cette vision sacrée de l'homme et que nous considérons qu'il doit avoir une place particulière. Concernant la famille, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes opposés au mariage et à l'adoption homosexuelle. D'ailleurs, Marine Le Pen a été la seule à affirmer qu'elle abrogerait cette loi une fois au pouvoir. Alors, il n'est pas question de démarier ceux qui se sont mariés. Il y aura création d'un statut sui generis en réalité pour ces personnes, mais néanmoins c'est un vrai débat, parce que c'est aussi un débat non seulement juridique, puisque probablement que ce projet de loi va entraîner, cette loi maintenant, un certain nombre de dérives. Parmi celles-là, et je vous alerte là-dessus parce que je sens la chose pointer, aujourd'hui, vous savez, le mariage, initialement, dans son institution, n'est pas une reconnaissance sociale de l'amour. Ça n'est pas cela, c'est-à-dire que le mariage d'amour est un fait depuis maintenant un certain temps, mais le maire, lorsqu'il marie un homme et une femme, ne leur demande pas s'ils s'aiment. Il leur demande s'ils veulent s'unir dans un cadre juridique pour fonder une famille. Or, aujourd'hui, nous avons complètement dévoyé cette institution parce que l'amour est devenu les critères. C'est-à-dire qu'au nom de l'amour, aujourd'hui, ce n'est plus la filiation qui est le socle du mariage, mais c'est l'amour. C'est-à-dire que au nom de cet amour, nous pouvons marier deux hommes. Le problème, c'est que selon cette conception, où s'arrêtent les limites? Au nom de quoi demain la société ne reconnaîtrait-elle pas d'autres formes d'amour? Et parmi celles-là, je pense à la polygamie. Je pense à la polygamie parce que finalement, si la société reconnaît l'amour entre deux hommes qui est réel, je ne dis pas le contraire, mais si elle le reconnaît dans ses lois et dans une institution, au nom de quoi demain la société ne reconnaîtrait pas l'amour polygame, qui n'est peut-être pas moins vrai finalement? Et c'est une vraie question parce que regardez, dans un des départements français qui est Mayotte,
qui étaient culturellement polygames, à qui nous avons imposé la monogamie, donc maintenant qui se vont ouvrir le mariage homosexuel, a commencé d'ores et déjà à faire des manifestations en disant mais attendez, vous nous imposez la monogamie et dans le même temps vous nous imposez le mariage homosexuel. C'est également un débat identitaire en fait, c'est une réalité parce que notre ordre juridique, il est fondé sur une culture et une identité. Quoi qu'on en dise, je veux dire, c'est ce qui fait la différence, notamment avec un certain nombre de pays d'Afrique du Nord. Nous n'avons pas les mêmes sanctions pour les mêmes degrés de sanctions. Nous n'avons pas la même conception forcément de ce qui est bien et mal et de la façon dont mener ces sanctions. Nous n'avons pas dans notre ordre juridique la lapidation, par exemple, entre autres, mais je veux dire, nous sommes aussi basés sur un ordre véritablement identitaire et culturel qui fait que nous défendons notamment la monogamie. C'est pour ça que nous considérons que ce débat englobait beaucoup de choses et nous considérons que demain il faut revenir sur ce projet de loi pour ces raisons non seulement juridiques mais aussi culturelles. Vous savez, on a rarement la chance d'avoir Marion avec nous, ni Marine, donc il faut en profiter. Hein. On va pas manger avant minuit. C'est une blague. Bonsoir. J'ai une question liée à l'électorat local. Comme vous le savez, c'est le Parti Socialiste est inexistant dans le 92, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc, on fait beaucoup de pédagogie sur le ni droite ni gauche. Et c'est un petit peu un conseil militant que j'ai envie de vous demander. Quel est l'argument qui tue pour rassurer nos interlocuteurs en leur disant que nous ne sommes surtout pas de gauche? Effectivement, c'est une vraie question, ni droite ni gauche, mais c'est vrai que quand même la majeure partie d'entre nous a des valeurs de droite, quand même traditionnelles en tout cas, et non pas de progrès, de drôle de progrès. Alors si j'avais l'argument qui tue, je vous le donnerais et on serait au pouvoir depuis longtemps. Alors j'ai pas l'argument qui tue. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut dire, la conception de ni droite ni gauche, ça n'est pas qu'une stratégie, ça a du sens en tant que parti. Ça a du sens en tant que parti parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je vous l'apprends pas, il y a une réelle continuité dans les politiques qui sont menées en matière économique, au niveau de l'Union européenne, en matière migratoire hein, même, je vous l'apprends pas, je vous le rappelle, c'est toujours bon de le rappeler, ce jeu d'équilibrisme difficile. Sarkozy, c'était comme M. Valls aujourd'hui, 200 000 entrées légales par an, 100 000 naturalisations au plus fort. C'est vous dire d'ailleurs, M. Valls, quand il est arrivé, a dit qu'il reprendrait exactement la même politique migratoire que Nicolas Sarkozy. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que ça n'est pas non, le ministre de droite du gouvernement de gauche, mais c'est celui qui mène la politique de gauche de M. Sarkozy. C'est plus logique. Pourquoi? Alors en revanche, ce qui a du sens en tant que parti a moins de sens en tant que courant politique. Dans la philosophie politique, c'est vrai que tu viens de le dire à l'instant, nous sommes plus dans un courant de droite, même ne serait-ce que dans l'approche politique que nous avons de l'ensemble des thèmes. C'est vrai que la gauche a une conception extrêmement... comment dire, elle a adapté sa conception de lutte marxiste à l'ensemble de ses raisonnements. C'est-à-dire que c'est toujours... tous les rapports sociaux sont des rapports de force. L'homme contre la femme, les adultes contre les enfants, les homosexuels contre les hétérosexuels, les Français de souche contre les Français immigrés. Ils adaptent, si vous voulez, ce mode de raisonnement à leur combat, et ils l'adaptent notamment à la nouvelle, entre guillemets, classe immigrée. C'est assez amusant, d'ailleurs, ce sont exactement les mêmes réflexions et les mêmes réflexes. C'est-à-dire que, comme ils ont perdu la classe ouvrière, puisqu'aujourd'hui la classe ouvrière vote majoritairement Front National pour un certain nombre de raisons, notamment économiques, eh bien, ils adaptent ce modèle de lutte à la nouvelle classe immigrée, qui est en fait la nouvelle classe oppressée, qui est une espèce de forme de syndrome post-colonial face à l'oppresseur blanc, et donc il faut l'aider à lutter contre cela. C'est un petit peu cela, ce même mode de raisonnement. Nous ne fonctionnons pas du tout comme ça. Je dois dire que là-dessus, alors c'est un débat compliqué au Front National. Nous sommes dans une continuité non pas gaulliste, parce que gaulliste, c'est parler de la personne du général de Gaulle, qui est certes vraiment critiquable sur beaucoup de choses, mais dans une conception presque plutôt gaullienne. C'est-à-dire que nous sommes en réalité, je le pense sincèrement,
Et parce que moi, j'ai beaucoup de reproches à faire au personnage de Gaulle. J'ai beaucoup de compliments à lui faire aussi, mais beaucoup de reproches sur un certain nombre de choses. Mais néanmoins, dans la politique gaullienne, nous sommes je pense, les véritables héritiers de la politique gaullienne, notamment sur tout ce qui touche la souveraineté populaire, notre diplomatie, dans notre conception de la diplomatie française, mais également dans notre approche du peuple français. C'est-à-dire que dans notre conception, nous ne considérons pas, contrairement à eux, qu'il y a des catégories socio-professionnelles à utiliser à bon ou à mauvais escient. C'est ce qu'a fait la droite aussi, hein, en prenant plutôt les CSP+, ou telle catégorie socio-professionnelle aux dépens de telle autre. Nous avons une approche globale des Français. Nous ne voulons pas les catégoriser selon leur métier, selon leur couleur, selon leurs orientations sexuelles. Et c'est une des grandes différences, je pense, fondamentales avec la gauche qui, elle, n'a de cesse de fonctionner sur des modes catégoriels aux dépens de tel autre. Alors, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'argument sur le fait que nous soyons à gauche. On a passé des années à dire qu'on était d'extrême droite, et aujourd'hui on nous dit qu'on est de gauche. C'est un peu compliqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le discours. L'État et le social, ça n'est pas la gauche. C'est véritablement l'histoire française. Déjà, sous les rois de France, on a adopté un modèle français qui nous était propre, qui était la conception de l'État et du social, contrairement par exemple à ce que faisaient les Anglais. C'est quelque chose qui a perpétué De Gaulle, accentué d'ailleurs à l'après-guerre en 1945 pour un certain nombre de raisons de solidarité. Mais ça n'est pas une conception qui est proche à la gauche du tout. Que vous dire d'autre? Je sais que c'est beaucoup le débat de la retraite qui a peut-être, entre guillemets, semé le trouble, si tant est qu'on puisse être de gauche pour cela. Nous sommes, vous le savez, pour une réforme à 40 annuités pleines. C'est-à-dire que nous considérons qu'en période de chômage de masse, exiger des Français des cotisations de plus en plus importantes, c'est nécessairement les amener à travailler au moins jusqu'à 70 ans, puisqu'aujourd'hui les carrières sont tellement aléatoires que ça n'a pas de sens, si vous voulez, de leur imposer cela. Mais 40 annuités pleines, ça signifie que si vous commencez à travailler à 25 ans, vous partez au minimum à 65 ans. Donc ça n'est pas un non-sens en cela, parce que nous considérons que nous avons les moyens de financer notre système de retraite, si tant est qu'on accepte de faire toutes les économies qu'eux se refusent à faire. Donc je sais que c'est l'argument principal, mais en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit un argument valable dans le courant de la gauche que de considérer que faire du social et défendre une certaine conception de la solidarité, je crois que c'est tout simplement français. Alors, bonjour, je suis Stéphane Zeytoun de Vincennes. Je voulais savoir, est-ce que vous allez réhabiliter les services publics à la française, comme EDF, La Poste, enfin et j'en passe, et toujours même dans un autre cadre, le cadre scolaire, est-ce que vous allez réhabiliter l'école, c'est-à-dire la transmission du savoir, l'autorité et la discipline? Enfin voilà. Oui à tout. Oui, je vais être extrêmement original et vous surprendre. Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait à l'instant, nous avons une conception, pour le coup, très française des services publics. C'est-à-dire que nous considérons que c'est vraiment le ferment de notre pays, non seulement par rapport à notre conception de solidarité, de valeurs sacrées de l'homme, mais aussi par rapport aux liens entre les territoires dont je vous parlais tout à l'heure et qui font que la France aujourd'hui arrive à s'unir dans un destin, ce qu'elle ne parviendrait probablement plus à faire sans cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, et c'est entre guillemets la conception ultralibérale que nous dénonçons, puisqu'aujourd'hui c'est le profit à tout va, ce qui fait qu'on considère que les services publics eux-mêmes se doivent d'être rentables, et au lieu de penser à des restructurations de fonds et de faire les économies nécessaires, on préfère libéraliser l'ensemble de ces services publics et les mettre en concurrence avec des sociétés privées en pensant qu'en mettant en concurrence, ça va faire baisser les prix. C'est exactement le même raisonnement qu'ils ont eu d'ailleurs pour la grande distribution ou pour ouvrir les marchés, en considérant que la mise en concurrence va forcer les différents concurrents à s'optimiser et donc à baisser les prix. Malheureusement, on voit bien que c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est que les prix n'ont eu de cesse d'augmenter, notamment dans la grande distribution, pour un certain nombre de raisons qui tiennent à des monopoles.
Mais voilà, nous considérons que les services publics n'ont pas vocation à être rentables et que les secteurs entiers, notamment ruraux, ne doivent pas être abandonnés simplement parce que telle ou telle partie du territoire est moins rentable qu'une autre. Concernant l'école, alors c'est tout un programme, l'école, c'est extrêmement compliqué de vous en parler comme ça en quelques secondes. On a beaucoup parlé de la réforme des rythmes scolaires cette année, grande réforme, c'était extraordinaire. Alors, si vous voulez, c'était un débat qui n'était pas complètement insensé, hein, loin de là, mais c'est un peu, si vous voulez, comme refaire les fenêtres d'une maison qui n'a pas de toiture. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un débat qui pouvait justifier, mais quand on voit aujourd'hui l'état de l'école, on se demande si véritablement c'était la priorité. Parce que je dois dire que l'un des grands avantages, pour moi l'avantage majeur de l'institution de la République, c'était quand même de permettre à des gens de sortir de leur classe sociale, de s'élever socialement, de ne pas être prisonniers, on va dire, de leur origine sociale, notamment par l'école. Et parmi ces grandes restructurations, il y a évidemment la restauration de l'autorité, mais il y a aussi la question des programmes. Ça, c'est une question essentielle qu'on va voir venir d'ailleurs dans les mois à venir. Nous considérons que l'école doit être un vecteur, si ce n'est le vecteur principal, de la cohésion nationale. Et pour cela, nous nous devons de transmettre à travers les programmes les grands mythes, la fierté d'être français, un passé commun à défendre, parce que lorsqu'on oublie son passé, on ne sait plus ce qui nous unit et on ne sait plus vers quoi on va. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'avant l'étude des États africains, comme je l'ai vu en 5e, ou du prophète Mahomet et des 5 prières, parce que c'est ça maintenant le programme de 5e, sachez-le, l'étude de l'islam, avant cela, nous considérons que Napoléon, Clovis, Jeanne d'Arc ont leur priorité. Nous sommes également en primaire d'ailleurs pour se focaliser, on va dire, exclusivement sur les grandes époques de la France et non pas celles qui font polémique. Je pense notamment à la colonisation qui suscite aujourd'hui beaucoup de difficultés d'approche dans les écoles, notamment avec les jeunes Français d'origine immigrée. Nous sommes pour que c'est déjà pour une approche chronologique de l'histoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et nous sommes également pour réserver ces sujets parfois polémiques, en tout cas compliqués à comprendre, à aborder, notamment la Seconde Guerre mondiale, aux lycéens qui ont un esprit critique, une lucidité, une maturité plus importante pour aborder ces sujets plus sereinement. Nous sommes également pour la remise en cause d'ailleurs d'un certain nombre de méthodes pédagogiques, dites pédagogiques, pédagogistes plutôt serait le terme plus exact. Je pense notamment à la méthode globale. La méthode globale, c'est une méthode d'apprentissage de lecture qui nous est venue des États-Unis, ou d'ailleurs comme tout ce qui merde dans ce pays vient des États-Unis. Alors c'est une méthode, sachez-le, qui a été inventée aux États-Unis à l'origine pour les sourds-muets. Donc qui a été appliquée aux États-Unis, qui a fait la preuve de son échec pendant 10 ans avant d'être importée en France, c'est extraordinaire, et qui fait qu'aujourd'hui une grande partie des élèves qui arrivent en 6e ne savent ni lire ni écrire, alors même que nous avons pendant des années utilisé ce qu'on appelait la méthode syllabique, qui était une méthode d'apprentissage de lecture, qui fonctionnait parfaitement bien. Aujourd'hui nous sommes prisonniers de ces carcans. Moi je suis restée en commission de l'éducation pendant 1 an, c'est presque délirant, c'est-à-dire qu'on a les faits, on a les explications, on a même les solutions, voilà, sauf que systématiquement ils se refusent à les aborder, à les régler. On se demande presque s'il n'y a pas vraiment la volonté de créer des générations d'abrutis. Voilà. Parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que en créant des générations de Français qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur passé, qui n'ont pas la culture nécessaire, le recul nécessaire, avec qui on ne développe pas l'esprit critique, et qui sont d'ailleurs dans un niveau global extrêmement mauvais, on crée des citoyens dociles. C'est ça la vérité, on crée des citoyens qui n'ont pas l'esprit critique, le recul. Je suis désolée, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais bon, dans l'état d'esprit, on va dire, c'est cela. Alors, une dame.
Bonjour, Ingrid Valtis-Berger, Boulogne. Je voudrais poser une question concernant les régimes spéciaux des retraites. Quel est le programme du FN à ce sujet? C'est vrai qu'il y a inégalité totale actuellement. Oui, alors très globalement, sans rentrer en détail, parce que c'est vrai que c'est technique, les retraites, nous sommes pour un rapprochement des régimes publics-privés, déjà sachez-le, et nous sommes pour une remise à plat des régimes spéciaux, et sans rentrer dans le détail, pour la suppression d'une grande partie d'entre eux, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, en ces temps qui courent, il paraît difficile de maintenir des régimes, parfois d'ailleurs injustifiés, aussi avantageux comparés à ceux du privé général. Et en particulier des parlementaires. Il y aura, la réforme sera juste lorsque les retraites attribuées aux politiques seront alignées sur les nôtres. Ça fait partie du programme. Merci, bonjour à tout le monde. C'est la première fois que je viens au Front National aujourd'hui. Et la dernière? Non, pas la dernière. Je vous avoue avoir été un ancien des médias et je me suis toujours demandé pourquoi le FN grandissait de plus en plus comme ça. Et quand je vois la prestation, je me souviens avoir vu sur des plateaux des gens où j'ai reçu Mitterrand, Sarkozy, mais ils sont tous petits, hein, Marion. Et quand je vous vois aussi, vous êtes toutes petites. Mais avec une qualité, c'est l'excellence de votre prestation. Bravo. Merci pour elle. Ils sont tous comme ça dans la famille. Merci, bonsoir. La loi Taubira sur le mariage pour tous a eu ceci de bon qu'elle a suscité un certain nombre de vocations d'engagement politique. Et je pense notamment à toutes les initiatives du style de Penser demain, les veilleurs, l'écologie humaine de Tugdual Derville. Qu'est-ce que le Front National a à dire à toutes ces personnes-là pour qu'elles n'aillent pas uniquement grossir les rangs de l'UMP, mais viennent également nous rejoindre? J'ai rencontré un certain nombre de responsables de la Manif pour tous. J'ai pu relever, et c'était assez étonnant qu'en fait, parmi les rangs de cette... C'est vrai qu'ils parlent beaucoup dans cette jeune génération de beaucoup d'orphelins politiques. C'est-à-dire que spontanément, soit c'était un électorat traditionnel, on va dire, de l'UMP, en tout cas dans la famille, et pour les autres, bon, beaucoup sont au Front National aussi, mais beaucoup se disent orphelins politiques. Et j'ai constaté qu'il y avait en fait beaucoup de méconnaissances, notamment de notre programme, sur tout ce qui touche au sociétal. J'aime pas ce mot, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce sont des... Bon, on va pas se mentir, hein, pour une majorité d'entre eux, des jeunes catholiques qui défendent notamment la doctrine sociale de l'Église, mais je veux dire avec une forme d'intelligence politique que je n'aurais pas forcément prêtée à leurs aînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux ont compris que le travail de SAP avait été tellement énorme sur beaucoup de choses que voilà, on se devait d'être dans un travail vraiment politique, par étapes, et en cela c'est extrêmement intéressant. Déjà, c'est une génération, je crois qu'il faut ne pas enfermer, on va dire, dans ce que je disais tout à l'heure, le triptyque mariage, avortement, embryon. Ce sont des sujets fondamentaux, il faut en parler, mais néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, le combat il est beaucoup plus large que celui-ci. Il y a notamment le combat culturel dont je vous parlais tout à l'heure et juridique qui défend en fait d'une certaine manière déjà les valeurs de la chrétienté qui sont les nôtres et qui est déjà un combat essentiel. Il y a le combat de la souveraineté. Je crois que cette génération, pour ne pas retourner à l'UMP, doit simplement faire preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et hier surtout, qu'a fait l'UMP, parce que je vous rappelle quand même que il y avait des révélations comme quoi M. Copé finalement s'avérait être pour le mariage homosexuel. Je vous rappelle d'ailleurs le rétropédalage extraordinaire qu'ils ont fait suite lorsque la loi est passée. Je vous rappelle également qu'au Sénat, ce projet de loi est passé à cause de l'abstention et même du vote pour de leurs sénateurs UMP. Voilà, qu'est-ce qu'hier l'UMP a fait, notamment sur la recherche pour l'embryon.
notamment pour réglementer les excès de l'avortement? Qu'est-ce qu'a fait l'UMP pour empêcher, on va dire, les dérives qu'on connaît actuellement? C'est ça la vraie question, c'est qu'il faut les mettre face à leur bilan. Je crois qu'il y a un vrai travail il y a un vrai problème de méconnaissance de notre programme sur un certain nombre de sujets, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les seuls à défendre véritablement la famille, une conception sacrée de l'homme, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le Front National. Et en cela, s'ils n'en sont pas totalement convaincus, ou en tout cas s'ils considèrent que nous ne sommes pas exactement dans la ligne qu'il est la leur, qu'ils viennent s'engager. Après tout, le Front National est aussi fait des gens qui le composent. Je veux dire, c'est en rentrant dans les mouvements, en s'investissant, en militant, en se présentant aux élections, qu'on participe aussi d'un mouvement, qu'on prend du grade dans les instances nationales, qu'on est amené à participer demain aux décisions, et que donc, de ce fait-là, on peut participer de façon efficace à l'évolution du pays. Je ne suis pas sûre que ce soit en partant avec Madame Boutin et Monsieur Martinez qu'on crée un véritable bouleversement. Parce que Madame Boutin, d'ailleurs, je ne vais pas la critiquer, elle a dit que j'étais intéressante et intelligente. Aujourd'hui dans la presse, ça m'a fait plaisir. Elle a dit que j'étais de celles qui avaient encore un petit peu de transcendance dans le parti du Front National. C'est quand même rappeler, pardonnez-moi, que la transcendance de Madame Boutin, c'est 800 000 € à tout casser, parce que c'est le prix qu'avait payé Sarkozy pour pas qu'elle se présente au présidentiel, souvenez-vous. C'est comme ça. La transcendance, c'est un prix. Voilà pour moi ce que je peux les inviter à faire, c'est déjà surtout de se renseigner et surtout de s'investir, parce que c'est une jeunesse qui est en effet une jeunesse de militants politiques admirables, hein. Ils sont vraiment assez impressionnants de ce point de vue-là, donc moi je les invite à nous rejoindre et à participer aussi à la ligne du Front National. Sion.